Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi fait son retour cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat pour un dernier vote avant son adoption définitive par le Parlement. Je vous rappelle que ce texte transcrit dans la loi l'accord signé le 11 janvier dernier entre le patronat et 3 syndicats. Il crée à la fois plus de flexibilité pour les entreprises tout en créant de nouveaux droits pour les salariés. Au Sénat, l'examen de ce texte en séance publique avait été particulièrement houleux. Il faut dire que le gouvernement avait eu recours à la procédure dite du vote bloqué pour accélérer les débats. Mécontent de l'utilisation de cette procédure, la droite sénatoriale, mais aussi les sénateurs écologistes et communistes ont donc fait pression sur le gouvernement pour retarder l'adoption définitive de ce texte. Cet après-midi, la séance devrait néanmoins être beaucoup plus calme. Alors tout de suite, sans plus tarder, direction l'hémicycle pour suivre cette séance. Bon après-midi à tous. La parole est à Madame Éliane Assassi. Oui, merci, Monsieur le Président. Ce rappel au règlement se fonde sur l'article 36. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le débat démocratique n'a pas eu lieu au Parlement sur ce projet de loi dit de sécurisation de l'emploi, qui est au contraire un projet de loi de fragilisation des droits des salariés dans l'entreprise. Le débat démocratique n'a pas eu lieu pour 3 raisons principales. D'emblée, le texte soumis aux parlementaires a été à prendre ou à laisser. L'accord passé entre certains partenaires sociaux, je rappelle ici que la première et la 3e confédération syndicale n'ont pas signé ce texte. Cet accord devait donc d'emblée s'imposer à la représentation nationale, comme l'a explicitement exprimé le président de la République lui-même, ainsi que Madame Parisot, présidente du MEDEF, et ainsi que vous l'avez indiqué vous-même, Monsieur le Ministre. Une telle démarche est contraire à l'esprit et à la lettre de la Constitution qui pose, dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'une partie de la nation, si importante soit-elle, ne peut imposer ses vues à l'ensemble de la nation que les parlementaires ont vocation à représenter dans leur ensemble. La voie choisie, celle d'imposer un accord très loin de faire l'unanimité, est dangereuse pour l'avenir de la démocratie parlementaire. Les assemblées, après avoir été dessaisies du pouvoir budgétaire confié aux libéraux européens, vont-elles être à l'avenir dessaisies de la politique sociale? Monsieur le ministre, cette question n'est pas un débat doctrinal de salon. C'est une question politique fondamentale. Cette volonté d'imposer au Parlement un accord social s'est soldée par un échec. Seule une majorité relative de députés puis de sénateurs a voté ce texte et seule la bienveillance de la droite a permis son adoption. Deuxième point, le gouvernement a opté pour la procédure accélérée qui limite à une lecture par assemblée l'examen du texte. L'importance, la technicité de ce texte aurait justifié que cette procédure que toute la gauche dénonçait sous Nicolas Sarkozy ne soit pas utilisée. Son utilisation est d'autant plus regrettable que l'article 44.3 a été mis en œuvre par le gouvernement, constituant le 3e point d'atteinte au débat démocratique sur ce texte. En effet, le vote bloqué a coupé court au débat au Sénat. De fait, la combinaison de vote bloqué et de la procédure accélérée prive de tout débat réel sur l'ensemble du texte par le Sénat. Cette combinaison de 2 procédures entraîne, selon nous, une violation de la Constitution. Cette remarque nous apparaît d'autant plus fondée que le vote bloqué a été dégainé par vous-même, Monsieur le Ministre, après moins de 48 heures de débat sur les articles du projet de loi. Faut-il rappeler que Lionel Jospin n'avait jamais utilisé une telle procédure, même à l'encontre de l'opposition, et que François Fillon l'a utilisée sur les retraites au bout de 3 semaines de discussion. De toute évidence, Monsieur le Ministre, vous n'avez pas supporté le travail précis, opiniâtre de notre groupe, mais aussi d'autres sénateurs de la majorité qui, au-delà des généralités, permettaient point par point de mettre en évidence la nocivité du projet de loi pour les salariés. Il faut le reconnaître, le gouvernement n'avait pas prévu le délai nécessaire pour débattre de ce projet de loi alors qu'un débat sérieux s'annonçait. Le respect du droit constitutionnel d'amendement exigeait de prendre le temps. Le gouvernement ne voulait pas de ce débat et il a imposé le silence à un groupe de la majorité sénatoriale
dès le début de la discussion parlementaire. C'est un acte grave, je vous l'ai déjà dit, Monsieur le ministre. Il ne restera pas sans conséquences. Monsieur le Président, cette violence insupportable faite au Parlement, faite au Sénat, ne peut rester sans suite. Une réflexion doit s'engager au plus vite pour redonner au Parlement le pouvoir qui devrait être le sien dans un régime démocratique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs de la majorité, nous avons combattu ensemble le mépris dont fut victime le Parlement sous l'hyper-présidence de Nicolas Sarkozy. Comment concevoir que le changement annoncé se solde par l'acceptation de la toute-puissance de l'exécutif face à un Parlement toujours plus amoindri? Les sénatrices et les sénateurs du groupe CRC continueront à faire valoir, malgré cette méthode brutale, qu'une autre politique est possible à gauche et que le libéralisme qui fonde ce projet de loi n'est pas un horizon indépassable. Merci, Madame la Présidente. Acte est donné de votre déclaration. La parole est à Monsieur Pierre Charon. Merci, Monsieur le Président. Je demande la parole pour un rappel au règlement. Dans la nuit du 13 au 14 mai, de graves incidents ont entaché la fête que Paris attendait depuis 19 ans grâce à la victoire du PSG. Ces débordements ultra-violents n'ont pas su être anticipés ni même gérés alors qu'une mise à sac des Champs-Élysées avait déjà eu lieu la veille. Cette gestion calamiteuse des violences qui ont déferlé sur la capitale n'est malheureusement pas sans rappeler l'incompétence dont avait déjà fait preuve le préfet de police Bernard Boucaud à l'occasion d'une manifestation familiale et non violente contre le mariage pour tous. Certains élus socialistes ont osé parler de récupération devant les réactions d'élus parisiens. Je les invite à aller expliquer leur vision des choses aux touristes dont l'autocar a été pris d'assaut comme une diligence. Je les invite à aller expliquer aux commerçants qui ont été attaqués, pillés, menacés et dont les magasins ont été saccagés qu'il ne faut pas en faire une histoire. La presse internationale regarde interloquée le spectacle de la violence qui déferle sur Paris. Je demande donc au ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, de prendre les mesures qui s'imposent pour que les futures manifestations, notamment celle du 26 mai, soient gérées par un préfet de police professionnel et pas en pré-retraite, soucieux du respect du droit de manifester et de la sécurité des Parisiens. Merci, mon cher collègue. Acte est donné de votre déclaration. Mes chers collègues, j'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Jean David, qui fut sénateur de l'Aube de 1978 à 1980. Par courrier en date du 6 mai 2013, Monsieur le Premier ministre a fait part de sa décision de placer en application de l'article LO 297 du Code électoral, M. Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique, et M. Michel Delebarre, sénateur du Nord, en mission temporaire auprès de M. Pascal Canfin, ministre chargé du Développement. Cette mission portera sur la contribution des collectivités territoriales à la préparation des négociations sur le changement climatique. Acte est donné de cette communication. En application de l'article 45, alinéa 2 de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l'examen du projet de loi habilitant le Gouvernement à légiférer pour accélérer les projets de construction et du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 2 mai 2013, et du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 7 mai 2013. Monsieur le ministre, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Claude Jeannerat, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, mes chers collègues, nous voici donc parvenus au terme de l'examen du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi
qui a été déposé au début du mois de mars sur le bureau de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, ce texte, dans ses techniques, et vous avez pu le mesurer tout au long de ces travaux, ce texte assure la transcription fidèle, mais enrichie de vos contributions, j'y reviendrai, des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier dernier, signé par 3 organisations représentatives des salariés et par l'ensemble des organisations représentatives des employeurs. Ce texte porte 3 objectifs principaux. Tout d'abord, créer des droits individuels et collectifs nouveaux pour les salariés. Ensuite, lutter contre la précarité du travail. Enfin, anticiper et accompagner les mutations économiques. Sur le fond, il a l'ambition de promouvoir un nouveau modèle économique et social. Sa vocation est de changer radicalement notre approche des questions économiques et sociales, car il n'oppose plus d'un côté compétitivité des entreprises et de l'autre sécurisation des parcours professionnels. L'emploi occupe désormais la place centrale vers laquelle convergent les intérêts des entreprises et des salariés afin de combattre le fléau du chômage. L'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat n'a pas dénaturé l'accord des partenaires sociaux, c'était notre volonté majoritaire. Le Parlement a veillé à conserver l'équilibre général du projet de loi, tout en y apportant certaines clarifications afin de le rendre plus lisible et de le sécuriser juridiquement. En d'autres termes, j'ai le sentiment, et je le dis avec toute la modestie qui sied à ce type de sujet, j'ai le sentiment que nous avons su conjuguer le temps de la démocratie sociale et celui de la démocratie parlementaire. L'exercice a parfois été difficile, il est sans doute perfectible, mais le Parlement, me semble-t-il, a d'ores et déjà donné la preuve qu'il était possible de légiférer autrement dans notre pays en matière sociale. Alors même que le gouvernement a déposé le 13 mars dernier un projet de loi constitutionnelle. Chers collègues, alors même que le gouvernement a déposé le 13 mars dernier un projet de loi constitutionnelle visant à inscrire le dialogue social préalable dans la Constitution, nous avons montré aux partenaires sociaux, mais je vous en laisse juge, chers collègues, que nous étions capables de respecter le résultat de leurs négociations tout en conservant nos prérogatives de législateurs. Une nouvelle époque pour le dialogue social, me semble-t-il, vient de s'ouvrir avec l'examen de ce texte. Nous en sommes tous conscients et je suis sûr que nous en mesurerons bientôt les conséquences heureuses. J'ai pour ma part la conviction que la deuxième conférence sociale, qui s'ouvrira le 20 juin prochain, dressera un bilan positif de la première feuille de route sociale et confortera le renouveau du dialogue social dans notre pays. Je ne souhaite pas revenir sur les apports des 2 assemblées en cours de navette, préférant, si vous le voulez bien, me concentrer sur les conclusions de la commission mixte paritaire qui s'est réunie mardi 23 avril et qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale dès le lendemain. Nous sommes parvenus, avec nos collègues députés, à des positions communes prenant en compte tout à la fois les avancées réalisées au Sénat et à l'Assemblée nationale sur les quelques sujets qui restaient encore en discussion. Naturellement, la Commission a longuement examiné l'article 1er, qui constitue une avancée essentielle, car il organise, je le rappelle, la généralisation des complémentaires santé collectives dans toutes les entreprises.
mais c'est lui aussi qui a fait débat sur de nombreux bancs de cette Assemblée. La CMP, vous le savez, a rétabli la possibilité pour les partenaires sociaux de désigner au niveau de la branche un ou des assureurs, que ce soit pour la prévoyance ou la santé. Je veux être explicite une fois encore. Nous avons entendu par là même laisser toute liberté aux partenaires sociaux de la branche pour déterminer les modalités de gestion de ces couvertures au bénéfice des salariés. Désignation, recommandation ou libre choix des entreprises, par une mise en concurrence transparente et équitable entre les candidats. La loi fixe un cadre prudentiel exigeant pour prévenir les conflits d'intérêts. Les prestataires non retenus pourront d'ailleurs, je le précise, grâce aux dispositions que nous adoptons, se tourner vers la justice pour contester une désignation ou une recommandation qui ne serait pas conforme, selon eux, aux conditions prévues par la loi. Interdire la possibilité de désigner un seul assureur aurait réduit sensiblement, je le crois, l'intérêt de la mutualisation, qui est pourtant essentielle pour les salariés les moins bien couverts et pour les petites entreprises. Cette interdiction aurait également déstabilisé le fonctionnement des régimes professionnels de prévoyance qui sont aujourd'hui désignés par la branche. Je pense par exemple au secteur du bâtiment. Enfin, la mutualisation, et je dis bien la mutualisation, au niveau de la branche est la seule, mes chers collègues, à même de pouvoir financer la portabilité des droits pour les chômeurs et les droits non contributifs que nous organisons, notamment le maintien des garanties en cas de non-paiement des cotisations par l'entreprise. Mais, comme le disait justement notre collègue Jean-Marie Van Lerenbergh, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Je souhaite donc maintenant évoquer les autres articles du texte. Compte personnel de formation, conseil en évolution professionnelle, mobilité volontaire sécurisée, voilà 3 outils de sécurisation des parcours professionnels qui constituent autant d'avancées décisives pour les salariés. L'article 4, qui réforme et enrichit les consultations des institutions représentatives du personnel, a été rétabli et intègre les modifications que je souhaitais y apporter en séance publique au Sénat. Ainsi, la nouvelle base de données économiques et sociales sera également accessible aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Quant à l'article 5, qui ouvre les conseils d'administration des grandes entreprises aux représentants des salariés, je vous rappelle qu'il avait été très largement réécrit à l'initiative de notre collègue Gaëtan Gors, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il avait en particulier simplifié sa structure dans un souci de fidélité à l'accord national interprofessionnel. Le texte de la CMP est très largement conforme à ces acquis, tout en accélérant sa mise en œuvre. L'article 8, sur le temps partiel, a été une nouvelle fois particulièrement débattu en CMP. J'estime qu'il va permettre une réelle amélioration de la situation des salariés à temps partiel. Surtout, il ne me semble pas nécessaire d'introduire de nouvelles dérogations au plancher minimum hebdomadaire de 24 heures. Au contraire, c'est par le dialogue social que les branches doivent être capables d'adapter ces dispositions à leurs contraintes propres, comme vous l'avez souvent rappelé, Monsieur le Ministre. La commission mixte paritaire a également réparé un oubli du projet de loi à l'article 12, qui n'évoquait pas les indemnités contractuelles de préavis et de licenciement,
en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié dans le cadre d'un accord de maintien de l'emploi. Désormais, le calcul de ces indemnités contractuelles sera aligné sur le régime des indemnités légales et conventionnelles. Un mot enfin, si vous le permettez, sur les conseils des prud'hommes qui ont animé nos discussions en CMP. Monsieur le ministre, nous prenons très à cœur la question des conditions de fonctionnement de la justice prud'homale, compte tenu de l'importance qu'elle revêt auprès de nos concitoyens et compte tenu aussi des difficultés rencontrées par les juges pour remplir leurs offices. C'est pourquoi notre commission des affaires sociales a adopté un amendement présenté par le groupe CRC visant à demander au gouvernement un rapport au Parlement sur les conditions d'accès à la justice prud'homale dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi. Nous serons par conséquent très vigilants sur le respect du délai imposé au gouvernement pour rendre ce rapport et sur ses propositions, d'autant que le Conseil supérieur de la prud'homie devrait rendre ses propres recommandations avant le premier semestre 2013. Mes chers collègues, ce projet de loi, qui procède du dialogue social au niveau national et interprofessionnel, renvoie, comme vous le savez, à de nombreuses concertations et négociations pour préciser certaines de ces dispositions. Je pense notamment à la concertation qui débutera le 21 mai prochain entre l'État, les régions et les partenaires sociaux pour assurer la mise en œuvre effective du compte personnel de formation. Je pense également à toutes les négociations de branche prévues par le texte, ou encore aux négociations au sein des entreprises qui souhaitent développer la mobilité interne ou mettre en place des accords de maintien de l'emploi. Autrement dit, le dialogue social apparaît bien comme l'alpha et l'oméga du projet de loi, sans renier, je le redis, nos prérogatives de législateur. En définitive, je crois pouvoir affirmer que la voix du Parlement, malgré quelques aléas observés au cours de la navette, a réussi à être entendue sur ce projet de loi qui marquera, j'en ai la conviction, le quinquennat aussi bien par la méthode de travail retenue que par l'ampleur des réformes proposées, indispensables pour gagner la bataille pour l'emploi. Je vous invite donc, vous l'aurez compris, mes chers collègues, à adopter les conclusions de la commission mixte paritaire. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, je suis de nouveau devant vous au terme d'un processus long, riche, qui permettra de donner corps à la sécurisation de l'emploi. Si près d'aboutir, je veux faire retour sur ces quelques mois de débats et de négociations pour en mesurer avec vous le chemin parcouru. Nous n'étions pas nombreux à croire que nous pourrions aboutir rapidement à ce texte de progrès, quand nous avons décidé d'en appeler à une grande négociation interprofessionnelle sur tous les sujets du marché du travail, je dis bien tous les sujets du marché du travail en même temps. Lutter contre la précarité sur le marché du travail, progresser dans l'anticipation des évolutions de l'activité et des compétences, améliorer les dispositifs de maintien de l'emploi face aux aléas de la conjoncture pour tourner le dos à cette préférence trop française pour le licenciement, améliorer les procédures de licenciement collectif lorsqu'ils n'ont pu être évités par les actions d'anticipation ou d'activité partielle pour concilier un meilleur accompagnement des salariés et une plus grande sécurité juridique pour les entreprises comme pour les salariés.
Tous ces sujets en même temps, donc, à la recherche d'un équilibre global et en ne traitant pas ce qui est facile et en laissant de côté les sujets compliqués. Au terme du parcours, un constat s'impose. Ce texte sur la sécurisation de l'emploi est, me semble-t-il, le plus ambitieux sur ces questions de marché du travail depuis 1968. Et nous avons conjuré l'échec de la négociation interprofessionnelle de 1984. Oui, notre pays a trouvé ici le progrès par le dialogue social. Nous n'étions peut-être pas si nombreux à être convaincus qu'un équilibre serait trouvé dans cette négociation sociale, qui a connu des tensions, des renversements de situation, des séances ajournées et des impasses. Rappelez-vous, c'était à Noël dernier, le délai imparti à la négociation était écoulé, les options des négociateurs paraissaient encore éloignées. Nous avons choisi de donner 15 jours de plus à la négociation et les partenaires sociaux sont finalement parvenus à un accord le soir du 11 janvier. Nous étions déjà plus nombreux, mais pas unanimes, à penser que de cet accord pourrait sortir une loi sans ambiguïté. Nous avons réussi, dans un dialogue plus que constant, quasi permanent, avec les partenaires sociaux, à traduire l'accord dans le droit, dans la loyauté vis-à-vis des signataires de cet accord et dans l'écoute des non-signataires qui ont continué à être associés au processus. Dans ces moments de contact permanent, je me suis dit que le dialogue social à la française était en train de s'affirmer comme une méthode, de sortir des discours pour entrer dans les faits, dans une pratique concrète et spécifique. Nous étions nombreux à savoir que le projet de loi passerait le Parlement sans que son délicat équilibre ne soit dénaturé. Je reconnais bien volontiers que les parlementaires, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, ont dû composer avec ce projet de loi issu du texte des acteurs eux-mêmes, dans lequel chaque mot était pesé, était équilibré. Mais nous avons montré, vous avez montré, que la démocratie politique savait accueillir en son sein la démocratie sociale, lui faire une place et la respecter. Cependant, jamais le Parlement n'a cédé sa prééminence. Jamais la démocratie politique n'a été supplantée. Le travail en commission, puis en séance, a permis à l'Assemblée nationale comme au Sénat une étude de chaque point et des améliorations dans le respect de la fidélité à l'accord. À ceux qui ont dit que le Parlement ne serait qu'une chambre d'enregistrement, vous avez répondu, ici aussi, c'est faux, et vous l'avez prouvé. Sur la généralisation de la complémentaire santé et sur le lien avec les contrats responsables et solidaires, amélioration parlementaire. Sur le contenu et la méthode de mise en œuvre du compte personnel de formation, amélioration parlementaire. Sur l'intégration d'informations de nature environnementale au sein de la base de données économiques et sociales, ainsi que la mention des contrats précaires, stages et emplois à temps partiel, amélioration parlementaire. Sur les droits et la protection des représentants des salariés dans les conseils d'administration, amélioration parlementaire. Sur le régime des coupures au sein de la journée de travail dans le cadre du temps partiel, amélioration parlementaire. Sur les accords de mobilité interne et la protection de la vie personnelle et familiale des salariés, notamment des mesures de limite géographique et d'accompagnement. Là encore, amélioration parlementaire. Sur les efforts demandés aux dirigeants et aux actionnaires en cas d'accord de maintien de l'emploi avec la notion de proportionnalité. Une fois encore, une amélioration parlementaire. Sur la procédure de validation par l'administration des accords valant PSE et sur la suspension du délai de prescription postérieurement au licenciement, là encore, amélioration parlementaire. Le Parlement a donc joué pleinement son rôle de garant de l'intérêt général. Mais surtout, il a fait de l'accord la loi de tous, allant parfois jusqu'à convaincre, apaiser ou satisfaire des opposants initiaux. Je tiens à remercier tout particulièrement le rapporteur de la Commission des affaires sociales, Claude Jeanneret,
pour son travail, la qualité, l'élégance avec laquelle il a assumé cette responsabilité. Je remercie aussi Gaëtan Gors, rapporteur pour avis de la Commission des lois, pour le minutieux travail qui a porté ses fruits avec des améliorations parlementaires en commission et en séance, qui a permis notamment sur l'article 5 des améliorations substantielles. Je veux également remercier Catherine Génisson, rapporteure pour la délégation aux droits des femmes, qui a notamment examiné l'article 8 sur le temps partiel, puisque celui-ci touche plus de 3 millions, presque 4 millions de Françaises. Et naturellement, je voudrais aussi remercier Annie David, la présidente de la Commission, pour avoir piloté, sans jamais renier ses convictions et en les exprimant toujours avec force, les travaux de la Commission. Il y eut des moments difficiles dans le processus, mais nous n'avons ensemble jamais lâché l'objectif de sécuriser l'emploi, de conforter le dialogue social et de respecter les équilibres auxquels acteurs économiques et sociaux étaient eux-mêmes parvenus. La loi en est aujourd'hui plus forte. Je sais que la sécurisation de l'emploi n'évitera pas tous les licenciements, mais j'ai la conviction, après vous, monsieur le rapporteur, qu'elle offrira des alternatives à beaucoup d'entre eux. La majorité des organisations syndicales ont la même certitude. Faisons donc confiance aux acteurs, tous les acteurs, signataires ou non signataires de cet accord national interprofessionnel, supporteurs ou opposants de cette loi. Je suis convaincu que tous sauront s'en saisir. Mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, j'ai la conviction que ce texte deviendra, dans les mois et les années qui viennent, quoi que l'on en dise et on en pense aujourd'hui, un texte d'apaisement et d'équilibre. Les syndicalistes vont s'en saisir, utiliser les possibilités nouvelles pour négocier des avancées pour les salariés, pour éviter des licenciements, pour peser dans la stratégie de l'entreprise. Je le dis, ce texte est un acte de confiance, et d'abord de confiance dans les syndicats qui ont à gagner dans une culture de négociation, parfois dure, parfois disputée, plutôt que dans une culture de conflit sans dialogue, dont, au fond, plus personne ne veut. Trop souvent, notre pays a douté de ces syndicats représentant des salariés. Certains disaient trop conservateurs, trop peu légitimes, trop minoritaires, disaient d'autres. Ce texte remet les salariés et leurs représentants en position centrale, celle de faire advenir le progrès, celle de pouvoir agir, passer des compromis dans un cadre garanti. Ce texte leur dit « Vous êtes légitimes et c'est à vous de construire un devenir meilleur pour et avec les salariés. » Vous avez maintenant des instruments et des pouvoirs de négocier qui le permettent. Cette loi, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, apporte cet équilibre, apporte ces opportunités, répond aux exigences de l'heure et aux attentes pour demain. Vous y avez largement contribué et de cela, sur tous ces bancs, je veux aussi vous remercier. Merci, Monsieur le Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Jean-Noël Cardoux pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, j'ai écouté avec attention les propos des précédents intervenants et vous comprendrez, Monsieur le Ministre, que je ne partage pas le satisfecit que vous nous avez décrit. Alors, je vais illustrer mon propos déjà en parlant des problèmes de forme et ensuite en m'attaquant au fond. Déjà sur la forme, je résumerai la situation avec 40 heures de débat au Sénat, je crois que c'était 160 heures à l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire de 3 heures, ce qui fait un total presque 100 heures de débat, et tout ça pour aboutir à ce que je qualifierais, en pesant mes mots, d'une sorte de fiasco dans la procédure utilisée par le gouvernement. Fiasco pourquoi? J'y vois 3 raisons. La première, c'est que vous nous avez répété à l'envi que le texte de l'ANI était parfaitement respecté et que vous aviez collé à l'ANI
alors qu'une simple lecture des deux textes prouve le contraire. C'est une lecture matérielle, qu'en fait, la retranscription avait dénaturé certains éléments. La deuxième raison de ce fiasco, c'est que, malgré la main tendue que le groupe UMP avait proposée au gouvernement, puisque nous étions dans une démarche positive, eh bien, vous êtes restés campés sur vos positions et n'avez pas voulu varier d'un iota. Troisième élément que je soulignerai, c'est l'incapacité que vous avez eue de maîtriser l'opposition frontale de la gauche. On a vécu pendant le débat des séances assez tendues et cette opposition non maîtrisée, eh bien, on l'a vu se traduire dans la rue il n'y a pas si longtemps par les manifestations du 5 mai. Alors, devant un gouvernement empêtré dans ses contradictions, eh bien, quelle a été la solution préconisée par le ministre? Eh bien, c'est d'utiliser une réaction que je qualifierais d'autoritaire, en imposant ce fameux vote bloqué, prévu à l'article 44, alinéa 3 de la Constitution. C'est quand même une procédure rarissime au Sénat. Moi, je suis un jeune sénateur, mais les anciens m'ont expliqué que ça ne se pratiquait pas d'une manière habituelle. Et pourtant, en recherchant un peu et en montant à 3 ans, il suffit de voir que un membre éminent du Parti socialiste, Madame Aubry, en 2010, à l'occasion du débat sur les retraites, avait fustigé le gouvernement de l'époque en l'accusant de pratiquer un coup de force permanent et en précisant que ce contournement du Parlement était scandaleux en privant les élus de la nation d'un débat légitime, comme quoi la vérité n'est pas toujours la même suivant qu'elle est de droite ou de gauche. Ce que je souhaite simplement, Monsieur le Ministre, c'est quand nous aurons abordé dans cet hémicycle, là aussi, votre proposition sur les retraites, que vous ne soyez pas contraints une nouvelle fois d'utiliser ce vote bloqué. Alors, toujours sur la forme, eh bien, le résultat pour nous, membres de l'UMP, est quand même une frustration, parce que nous avions voulu présenter des amendements constructifs. Je rappelle simplement qu'au total, nous avions prévu moins de 20 amendements, parfaitement ciblés et justifiés, alors que le groupe CRC en avait proposé 500, donc excusez-moi de la différence, et que cette approche que nous avions, nous, au sein de notre groupe, mettait en évidence une opposition de méthode tout à fait significative. Nous, notre méthode, c'était une méthode d'opposition constructive, avec des modifications qui nous semblaient fondées, face à une opposition que je qualifierais d'obstructive ou une opposition d'obstruction qui était pratiquée par vos alliés. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vous avez choisi ce passage en force. Et là, quand je vous entendais tout à l'heure dire, Monsieur le Ministre, que chaque point du texte a été étudié avec beaucoup d'attention et de détail, désolé. J'étais malheureusement pas là cette nuit-là, mais quand on m'a appris que dans la nuit de samedi à dimanche, on était parti au vote bloqué, et j'y reviendrai dans mon propos, nous n'avons pas pu défendre certains de nos amendements qui étaient parfaitement justifiés. C'est pas ce que j'appelle avoir étudié tous les éléments du texte, point par point. Là, il y a quand même une grosse divergence d'interprétation. Et comme le dit mon cher collègue Charles Revet, eh bien, et pour terminer sur les questions de forme, de ce débat, la démocratie parlementaire n'en sortira pas grandie. Alors maintenant, je vais attaquer le fond qui est quand même le plus important, puisque, et je le répète, la démarche du groupe UMP n'a pas été de faire une révolution et de s'opposer systématiquement. La démarche du groupe UMP a été de s'approcher des partenaires sociaux, de lire l'ANI et de vouloir retransposer d'une manière beaucoup plus rigoureuse ce qui était écrit dans l'ANI. C'était simple et c'était vraiment collé à l'esprit des partenaires sociaux majoritaires qui avaient signé ce texte. Alors, je reviendrai sur les 2 points de divergence fondamentaux, sans toutefois omettre de signaler un des éléments essentiels pour lequel nous n'avons pas pu non plus présenter d'amendement, c'est quand même la transformation par rapport au texte de l'ANI, de la nature du licenciement quand un salarié refuse la clause de mobilité ou la procédure de maintien dans l'emploi. L'ANI prévoyait un licenciement individuel, vous l'avez transformé en licenciement économique individuel, ce qui est
notion un petit peu difficile à déterminer, mais qui néanmoins ouvre la porte à des possibilités de judiciarisation importantes, et c'est ce que tout redoutent les entreprises. Quand une entreprise a négocié, pas facilement, et c'est normal, les partenaires sociaux veulent défendre chacun leur position, quand une entreprise a négocié difficilement un accord, voir le risque, 3 ans après ou 4 ans après, par une décision judiciaire, on lui dise non, c'était pas ça, il faut réintégrer du personnel et vous faire verser des indemnités beaucoup plus importantes, ce n'est pas ça qui assurera la flexibilité, la sécurité du travail dans les entreprises. Donc je voulais le signaler parce que ça, c'est quelque chose qui a moins été développé que le reste dans le texte, mais qui risque à terme de déclencher des conflits qui seront extrêmement durs à résoudre. Alors, les deux éléments principaux. On l'a dit, la clause de désignation, on y revient. Alors, les 3 arguments que nous avons retenus et que vous n'avez pas retenus, vous, Monsieur le Ministre, et je le répète, le texte de l'ANI disait recommandation et non pas désignation. Deuxième chose, alors bien sûr, vous avez dit que c'est fort à propos que le Conseil de la concurrence ait émis un avis. C'est pas fort à propos, c'est parce que une organisation d'assurance a saisi. Parce que, justement, elle était inquiète de la tournure des événements. Et donc, le Conseil de la concurrence a rendu son avis, bien sûr, mitigé, qui ne dit pas que la cause de désignation est interdite, qui dit qu'elle existe, mais qui néanmoins a émis de telles réserves qu'on vous a vu dans l'action gouvernementale dans des cas différents, avec une haute autorité, une énième haute autorité qui donnait un avis controversé quand ça vous arrangeait, et là vous alliez tout à fait dans le sens de l'avis qui vous avait été donné. C'est dommage quand même que vous n'ayez pas suivi l'avis du Conseil de la concurrence. Et puis, la mutualisation, dire que cette mutualisation va permettre des économies d'échelle. Bon, moi je pense que la meilleure mutualisation est le meilleur gage de prix de revient compétitif à l'égard de partenaires sociaux, eh bien c'est tout simplement la libre concurrence, et en imposant à des entreprises de souscrire des contrats de mutuelle avec des organismes prédésignés par des accords de branche, eh bien nous nous éloignons de la libre concurrence. On va ouvrir des conflits d'intérêts. On sait très bien, les statistiques le donnent, même si le chiffre est peut-être un peu élevé, que 90% de montant de ces cotisations va partir vers les organismes de prévoyance au détriment des mutuelles et des sociétés d'assurance. D'ailleurs, on les voit actuellement pour certains manifester devant le Sénat. Ils ne sont pas si loin d'ici. Et je pense que cette entorse à la concurrence est un motif non négligeable de saisine du Conseil constitutionnel. L'avenir nous le dira. Et puis, je rappelle simplement aussi que, et je le ressouligne, c'est une manne de 3,5 milliards de cotisations sociales, plus 2 milliards de pertes, de manque à gagner fiscal pour le gouvernement, 5,5 milliards qui vont être distribués sans une mise en concurrence réelle et légitime. C'est quand même un petit peu inquiétant. Et il faut bien constater aussi que même si on peut contester les chiffres, que les organismes d'assurance et de mutuelle parlent d'une perte sèche de 40 000 emplois en l'occurrence. Alors, l'amendement que nous avions présenté et qui avait été voté par la majorité du Sénat, nous avions de grands espoirs, eh bien, a été sèchement repoussé en commission mixte paritaire, et j'avoue que les arguments qui nous ont été opposés à cette occasion-là ne nous ont pas réellement convaincus. Deuxième point, l'article 8. L'article 8, service à la personne, alors là, nous avons été à l'écoute des utilisateurs et de la population, les services à la personne, les services médico-sociaux, les services hospitaliers, les portages de journaux et tous ces petits boulots qui sont peut-être, bien sûr, pas faciles à exercer par ceux qui en bénéficient, mais qui néanmoins apportent dans certaines zones des compléments de revenus non négligeables. Eh bien, nous voulions simplement que cet élément-là, une dérogation soit ouverte pour permettre d'adapter les situations locales et les situations catégorielles au texte, et nous étions tout à fait libéraux, Monsieur le Ministre, puisque nous prévoyions simplement dans le texte de déroger par décret, et par décret,
c'est le gouvernement qui aurait eu la main pour négocier ces dérogations. Alors, là aussi, je pense que c'est quelque chose qui aurait pu se discuter, se négocier pour aboutir à un consensus. Alors, j'ajouterai que sur ces 2 points, nous sommes réalistes et pragmatiques. Et j'ajouterai aussi que certains membres de votre majorité l'étaient. J'ai assisté au débat en commission, j'ai entendu certaines voix s'élever, j'ai assisté au débat à la commission mixte paritaire où j'ai entendu certaines voix s'élever. Nous avons eu l'exemple que si notre fameux amendement supprimant la clause de désignation a été adopté, c'est bien parce qu'il y avait un petit peu de flottement dans votre majorité. Et je reprendrai un argument qui vient de sortir, qu'un éminent membre du Parti socialiste, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Jean-Jacques Urvoas, a dit qu'il était, lui, opposé à titre personnel à la clause de désignation. Alors, je crois que là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un léger flottement dans la façon dont vous abordez le problème et que, si vous voulez une preuve de ce que vous auriez pu obtenir, l'article 1, amendé par nos soins avec la majorité du Sénat et la suppression de la clause de désignation, a quand même été adopté par 311 voix contre 20. Je pense qu'une telle majorité au Sénat, on ne la trouve pas si facilement. Et je vous dis simplement, imaginez un seul instant, Monsieur le Ministre, si avec un petit peu de diplomatie, avec un petit peu d'ouverture d'esprit, vous aviez permis à nos amendements d'être adoptés, eh bien, quel effet ça aurait eu sur l'ensemble de la population que la majorité et l'opposition au Sénat s'entendent sur un texte majeur, je crois que là, vous avez perdu, et je le crains pour vous, une forte occasion de donner un signe à la nation, et malheureusement, ce vote bloqué a tout muselé. Alors, je poserai la question, était-ce bien le moment de rentrer dans une telle logique d'affrontement au moment où le pays est dans une situation économique absolument dramatique, on y reviendra peut-être, ou au moment où j'ai lu dans des déclarations de certains membres de votre majorité que cet accord sur la flexi-sécurité était le dernier élément de la boîte à outils du président de la République. Mais ce que je constate simplement, c'est qu'à chaque fois que vous ouvrez cette boîte à outils, vous vous trompez de numéro de clé. Et ce n'est pas comme ça qu'on avancera. Alors, je le dis et je le répète, vous avez perdu une forte occasion de donner un signe fort au pays et devant le réquisitoire que je viens de formuler, beaucoup d'entre nous attendent que je dise, eh bien, nous allons nous opposer à ce texte. Nous allons nous opposer à ce texte parce que la main que nous avons tendue n'a pas été saisie. Et ce serait certainement logique, et certains d'entre nous le feront peut-être. Mais ce que je voudrais simplement dire, c'est que dans une telle situation où ce texte, on l'a bien reconnu, était fondamental pour l'amélioration de la flexibilité du travail, à un certain moment, il faut se montrer, il faut savoir dépasser l'entêtement stérile et faire preuve d'un peu plus de hauteur de vue et de privilégier, devant une situation économique dégradée, eh bien privilégier l'intérêt supérieur du pays, surtout que ce texte, beaucoup d'acteurs de la vie économique, qu'ils soient salariés ou entrepreneurs, l'attendent avec impatience. Alors, je pense que notre position au groupe sera majoritairement une abstention, et pour conclure, je dirais que cette abstention aura 2 facettes. Une abstention positive parce que c'est la traduction d'une nouvelle forme de dialogue social que notre collègue Gérard Larcher avait su instituer en janvier 2007 et qui est maintenant certainement bien ancré dans l'esprit des partenaires sociaux pour faire avancer les modifications nécessaires du droit du travail. Deuxième élément, c'est aussi notre abstention sera positive parce que c'est un hommage appuyé. Nous souhaitons rendre aux partenaires sociaux qui ont eu le courage de passer beaucoup de temps et de signer cet accord. Et puis aussi parce que, je l'ai dit et j'ai souligné, que malgré ces déficiences, malgré votre surdité, c'est un texte qui
est positif, malgré les dénaturations dont il a fait l'objet. Alors, bien sûr, il y a le volet négatif de l'abstention, et le volet négatif de l'abstention, eh bien, on en parle beaucoup en ce moment, parce que le monde du football fait la première, des télévisions et des journaux. Eh bien, le côté négatif de notre abstention sera un formidable carton rouge au gouvernement devant son inflexibilité et son manque d'ouverture. Et c'est, je le crains, la preuve d'une fuite en avant inquiétante. Je ne pense pas que c'est ainsi que vous arriverez à faire remonter la popularité d'un président de la République à la dérive, mais c'est votre choix. Il va falloir vous l'assumer devant la nation. Quant à nous, nous aurons la fierté de dire que nous avons fait abstraction de nos conflits et de nos oppositions politiques devant l'intérêt supérieur du monde économique. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Dominique Vatrin pour le groupe CRC. Tu vas bien? Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur les conditions dans lesquelles notre Assemblée a été contrainte de débattre ce projet de loi, sinon pour souligner tout de même une contradiction, ce qui n'hésitait pas à dire que la transposition de l'accord interprofessionnel du 11 janvier devait se faire dans le respect des signataires, n'ont pas hésité à abaisser le rôle du Sénat, contester le droit constitutionnel d'amendement et à réduire le débat à sa plus simple expression, drôle de respect du travail parlementaire. Même avant l'utilisation du 44.3, nous l'avons noté, chacun de nos amendements a été écarté au prétexte, pour reprendre la formule récurrente du rapporteur, qu'ils étaient hors champ de l'ANI. Avec ce texte, le gouvernement a donc réussi à diviser les syndicats de salariés, à diviser la majorité sénatoriale. Il s'est attiré les foudres du syndicat de la magistrature et du syndicat des avocats de France, qui soulignent des manquements constitutionnels qui ne manqueront pas d'entraîner la condamnation de la France devant les instances européennes, sans parler des millions de salariés et de citoyens qui, indépendamment de leur appartenance syndicale, dénoncent cet accord. Ils étaient d'ailleurs le 5 mai quelques 180 000 à Paris à vous exhorter, Monsieur le Ministre, à changer de cap et à renouer avec le changement promis au monde du travail par le candidat à la présidence de la République. Une mobilisation qui a dû vous toucher, Monsieur le Ministre, puisque, contrairement au débat initial, vous n'avez plus parlé aujourd'hui d'accord historique. En lieu et place du changement, ce projet de loi acte la transposition dans notre droit interne de toutes les exigences portées depuis des décennies par le MEDEF. Selon le syndicat patronal, les salariés de notre pays coûteraient trop cher, leurs droits collectifs et notre protection sociale jugée trop rigide rendraient nos entreprises moins productives, éternel refrain. À l'opposé du discours de Châlons-en-Champagne où François Hollande rappelait à raison que les salariés français étaient plus productifs que leurs homologues allemands et que le coût du travail était identique, le gouvernement cède une nouvelle fois aux pressions du MEDEF et donne un bien mauvais signal au monde des affaires. Les nombreux salariés qui subissent des salaires de misère, qui peinent à survivre avec le SMIC, quand des cadres dirigeants empochent des salaires supérieurs de 20 fois au leur, apprécieront. Mais ce sont eux qui devront pourtant, avec cette loi, servir encore plus de variable d'ajustement. Pourtant, vous le savez, tous ici, les actionnaires du CAC 40 ont, eux, pris toutes leurs dispositions pour stabiliser leurs revenus financiers malgré la crise. C'est sans doute pour cela que vous avez permis, à l'article 12 de ce projet de loi, aux employeurs de baisser la rémunération des salariés en cas de difficultés conjoncturelles, c'est-à-dire sous chantage à l'emploi. Une baisse sans limite à la condition que le salaire ne soit pas inférieur à 1,2 SMIC et ceux qui refuseront ce déclassement seront licenciés à titre individuel pour motif économique. Alors que pour la première fois le pouvoir d'achat baisse, que la France est officiellement entrée en récession, vous permettez aux patrons de compresser encore plus les salaires, quand l'urgence était au contraire de les sécuriser. Aucun discours ne justifie cette mesure. Et je le dis, mes chers collègues, vous aurez bien du mal, dans vos circonscriptions,
a expliqué que cette mesure est positive et qu'elle constitue un outil de sécurisation des parcours professionnels. Certes, vous avez prévu, pour donner l'illusion que les salariés ne seraient pas les seuls à être mis à contribution, que les dirigeants et les actionnaires le seraient aussi. Mais ce soi-disant parallélisme est un leurre. Tout d'abord, cette contribution sera prévue, je cite, « dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance », comme si les actionnaires allaient se faire harakiri. Mais surtout, on ne peut pas comparer les deux situations. D'un côté, des actionnaires qui détiennent plusieurs actions dans leur portefeuille, qui perçoivent des dividendes de plusieurs entreprises et qui, pour les cadres dirigeants, cumulent parfois dividendes, actions gratuites, stock options, jetons de présence, rémunération, et de l'autre, des travailleurs qui n'ont que leur salaire pour vivre. De la même manière, à l'opposé de la promesse formulée par le candidat Hollande de rendre plus coûteux les licenciements boursiers, vous réduisez le coût de tous les licenciements en favorisant la réparation forfaitaire que les employeurs revendiquent depuis des années au détriment de la réparation intégrale des préjudices. Les procédures de licenciement collectif seront même simplifiées, là encore dans le seul intérêt des employeurs qui n'auront plus à prouver la réalité économique des licenciements. Pourtant, ce sont elles qui génèrent le plus de contentieux et, par voie de conséquence, entraînent les indemnisations les plus importantes. Là encore, obéissant aux injonctions du MEDEF, vous avez sécurisé non pas l'emploi mais le licenciement, de telle sorte que demain, les salariés ne pourront plus contester collectivement la réalité économique du licenciement. Comment pourrait-il le faire d'ailleurs quand l'autorité administrative chargée d'homologuer la procédure se limitera elle-même à de simples contrôles, des contrôles au demeurant particulièrement limités quand on connaît la situation des effectifs des directs et les délais dérisoires prévus dans ce projet de loi. De plus, alors qu'en l'état actuel du droit national et international, les licenciements individuels pour motif économique à partir de 10 salariés sont requalifiés en licenciement collectif, un employeur pourra licencier en France sans limite pour le même motif prétendument économique et dans le même mois sans que jamais ces licenciements ne soient qualifiés d'économiques. Un bien joli cadeau en vérité au patronat qui sera ainsi dispensé des efforts particuliers en matière de reclassement, de formation ou de priorité de réembauche. Enfin, ce texte permettra, lors d'une procédure de contestation d'un plan de licenciement collectif, que le silence gardé par une juridiction entraîne la transmission automatique à la juridiction supérieure. C'est ni plus ni moins qu'organiser un déni de justice. Vous pourrez ainsi priver les salariés du droit dont disposent tous les autres justiciables à bénéficier d'un jugement par un double degré de juridiction. De fait, au bout de cette procédure parlementaire qui a amené bien peu de changements, les salariés se verront reconnaître moins de droits que les autres créanciers des patrons. Alors que les banquiers pourront, par exemple, pendant 5 ans demander réparation, les salariés, eux, n'auront plus que 3 ans, comme si les droits de la finance devaient primer sur ceux des travailleurs. Cette situation a même ému le rapporteur pour avis de la commission des lois, qui, bien qu'hostile à cette mesure, comme l'ensemble de la commission, n'a pas déposé d'amendement. Une inaction que l'on comprend mal à l'écoute de l'intervention générale prononcée en première lecture, si ce n'est par la volonté de ne pas embarrasser le gouvernement. Nous avons d'ailleurs la même incompréhension à l'égard de notre collègue Catherine Génisson, qui, en qualité de rapporteure pour avis, au nom de la délégation aux droits des femmes, reconnaît explicitement dans son rapport qu'en l'état, l'article 8 relatif au temps partiel constitue une discrimination indirecte. Mais elle ne s'y oppose pas et ne propose aucune rédaction alternative. C'est donc un texte anticonstitutionnel que vous apprêtez, mes chers collègues, à adopter. Comme pour le bonus-malus en matière d'énergie, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenus. Nous en tirons pour notre part toutes les conclusions et voterons contre ce projet de loi. Merci, Monsieur Vatrin. La parole est à Monsieur Jean-Marie Vandellenberg pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues,
Arrivé au terme de l'examen de ce projet de loi portant sécurisation de l'emploi, je ne reviendrai pas longuement sur les conditions de son examen, qui ne doivent d'ailleurs pas altérer l'excellent travail de ses rapporteurs, et particulièrement de Jean-Claude Jeannot. En effet, la première lecture au Sénat était littéralement amputée par l'usage du 44.3, on vient de le rappeler. Nous regrettons vivement cette conséquence extrême issue d'un conflit qui ne nous concerne pas directement, un conflit de la majorité sénatoriale entre la gauche de la gauche et le reste de votre fragile association. Nous le regrettons d'autant plus qu'il s'agit d'un texte important, essentiel même. Il transpose un accord national interprofessionnel, qui marque un dépassement de l'antagonisme traditionnel des partenaires sociaux en France et un changement dans la conduite du dialogue social dans notre pays. Un accord gagnant-gagnant, avez-vous dit, pour les employeurs et les salariés, et nous l'espérons pour l'emploi. L'accord national du 11 janvier dernier concrétise en effet la préoccupation que les centristes ont toujours affirmée et qui est aujourd'hui largement partagée sur les bancs de cet hémicycle, de faire confiance en la démocratie sociale et de la voir s'affirmer. Ce qui était le sens, d'ailleurs, de la loi Larcher du 31 janvier 2007, qui impose que toute réforme touchant au droit social fasse l'objet d'une concertation préalable. Mais si l'ANI doit être salué, c'est bien sûr aussi et surtout pour son contenu. Il met en place ce que nous appelons de nos vœux depuis de nombreuses années, une flexi-sécurité à la française. Des droits nouveaux pour les employeurs et les salariés afin de favoriser le maintien dans l'emploi et de sécuriser le licenciement et la mobilité interne. Notre position vis-à-vis de ce texte, vous la connaissez, Monsieur le Ministre, elle découle de ce constat. Puisque dans notre système de hiérarchie des normes, il nous faut transposer l'accord pour lui donner force de loi, alors il faut le faire sans le dénaturer. Le texte de la CMP dénature-t-il l'ANI? La question est là. Nous pensons que non. Sauf sur un point. Et nous en avons déjà beaucoup parlé. Bien sûr, c'est celui de la clause de désignation de l'opérateur de la complémentaire santé. Au Sénat, nous étions parvenus à dépasser les sensibilités partisanes pour revenir au texte initial de l'ANI et supprimer cette clause. La CMP n'a pas gardé cette rédaction et nous le regrettons. Sur le fond, il y a visiblement un conflit sur ce thème au sein des branches patronales, plus précisément d'ailleurs entre la Fédération française des sociétés d'assurance, nommons-la, et les autres secteurs. Quant aux syndicats de salariés, le texte leur convient apparemment très bien, et pour cause, je ne m'étendrai pas là-dessus. J'ai bien entendu vos explications aussi, Monsieur le Ministre, sur l'ouverture des 3 perspectives offertes aux branches, désignation, recommandation ou liberté totale du choix du prestataire. Mais je rappelle quand même qu'un accord de branche emportant une désignation unique contraint les employeurs à se soumettre, sauf à remettre en cause la gouvernance de leur branche. Donc, les conflits ne manqueront pas de naître entre les partisans de la mutualisation et les autres, quoi qu'on fasse, mais ce n'est pas notre affaire, avez-vous dit. Alors, en conclusion, sur ce sujet, nous ne serons pas plus royalistes que le roi, ou ministres que parlementaires, et nous laisserons les partenaires sociaux et les branches patronales régler leurs problèmes en famille. Espérons simplement que cette clause ne deviendra pas un nid à contentieux au regard de l'avis de la Haute Autorité de la concurrence. Revenons à l'essentiel, c'est-à-dire à l'instauration à l'article 1 de la complémentaire santé pour tous les salariés. Nous nous félicitons que la CMP ait maintenu 3 amendements visant à prendre en compte, d'une part, nos amendements visant à prendre en compte, d'une part, le caractère collectif de l'adhésion à un contrat d'assurance découlant d'une obligation formulée par un accord de branche ou professionnel, et surtout, d'autre part, les situations d'employeurs multiples et des salariés à temps partiel.
Ce dernier point nous tenait particulièrement à cœur parce qu'il concerne très spécifiquement le secteur des services aux particuliers. Ce qui me conduit au second point de cristallisation des débats, celui relatif à l'article 8, cet article qui crée un socle de garantie minimale destiné à encadrer l'usage du temps partiel. Cela, nous ne pouvons que le saluer, bien entendu, mais le cadre doit être adapté à certaines activités, singulièrement celles de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, et celles aussi des services à la personne ou même du portage de presse. Malheureusement, le vote bloqué nous a empêchés d'adopter toute adaptation du texte à ces cas particuliers au Sénat. Et la CMP n'a pas modifié non plus ce texte. Nous le regrettons, même si nous avons bien entendu vos explications, Monsieur le ministre. Vous avez largement ouvert le champ de la négociation, ce qui est une bonne chose, et même une nécessité, et nous vous en remercions. Mais le problème, c'est que si le secteur médico-social est représenté par des syndicats professionnels, les associations et les professionnels du secteur des services à la personne ne disposent pas d'une représentation très organisée. Comment donc allez-vous vous y prendre pour éventuellement adapter le cadre de l'article 8 à leur situation? Monsieur le ministre, nous serons très attentifs à cette question et surtout à votre réponse. Pour le reste, nous sommes en phase avec le texte issu des travaux de la CMP, qui n'a que peu modifié, il faut le dire, celui du Sénat. C'est le cas sur les articles les plus importants. Je pense à l'article 5, qui assure une représentation des salariés au conseil d'administration de surveillance. Il s'agit là d'une mesure importante de gouvernance des entreprises qui correspond à notre philosophie de la démocratie sociale. Le Sénat avait amélioré le texte en faisant de la représentation inscrite dans le texte un plancher. La CMP a conservé cette rédaction et même apporté 2 modifications qui vont dans le bon sens, me semble-t-il, permettant aux entreprises qui le souhaitent d'accorder davantage de temps de formation à la salariée nouvellement élue ou désignée et d'accélérer leur entrée en fonction. Enfin, à l'article 12, relatif à l'accord de maintien de l'emploi, qui n'a pas été d'ailleurs substantiellement modifié par la CMP, nous ne pouvons que soutenir la seule modification qui y a été apportée. Elle prévoit la possibilité d'ajouter les indemnités contractuelles aux indemnités conventionnelles et légales pour le calcul des indemnités dont pourra bénéficier un salarié en cas de refus d'une modification de son contrat de travail. Nous soutenons cette modification, d'autant plus qu'elle peut apparaître comme un complément de l'amendement que nous avions fait adopter en première lecture et qui a été conservé par la CMP, qui prévoit les mêmes dispositions en cas de rupture du contrat de travail consécutive à la suspension de l'accord de maintien de l'emploi. Nous soulignerons aussi, pour terminer, l'importante avancée que représente la création du compte personnel formation et qui a été évidemment repris par la CMP. En revanche, nous regrettons la timidité, mais ça ne dépend pas de nous, mais de l'accord national interprofessionnel, des efforts des entreprises pour réduire les contrats courts de travail, avec l'espoir néanmoins que ce ne soit qu'une première étape. En conclusion, vous l'aurez compris, le groupe UDI-UC adhère pleinement à la philosophie de l'ANI, considère que globalement sa transposition législative ne l'a pas dénaturé. Il le votera donc dans sa grande majorité. Merci de votre attention. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Françoise Laborde pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, selon les derniers chiffres publiés il y a quelques semaines, la France compte désormais plus de 3,2 millions de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. Cette hausse qui intervient pour le 23e mois consécutif plonge l'ensemble de nos concitoyens dans la crainte d'un avenir incertain, d'autant que la précarité envahit peu à peu leur vie quotidienne. Souvent assimilée à la grande pauvreté, elle atteint aujourd'hui une telle ampleur qu'elle concerne tout un plan de population qui va bien au-delà des plus défavorisés.
Dans le contexte économique particulièrement difficile que nous connaissons depuis plusieurs années, il est nécessaire de se mobiliser pour inverser la courbe du chômage à la fin de l'année. La bataille pour l'emploi est une nécessité impérieuse. Il faut reconnaître, Monsieur le ministre, que depuis maintenant 1 an, vous vous attelez à ce dossier avec toute la persévérance que nous vous connaissons. Emploi d'avenir, contrat de génération et maintenant sécurisation de l'emploi. Tous les leviers de votre politique de l'emploi seront bientôt opérationnels. Ces outils n'ont certes pas encore porté leurs fruits et l'impatience des Français se fait grandissante. Mais le président de la République l'a récemment rappelé. Son quinquennat comportera 2 phases. Une phase de redressement, pendant laquelle des réformes difficiles mais indispensables seront conduites, et une phase de dépassement pour permettre de changer de modèle et de vivre mieux. Le projet de loi dont nous achevons aujourd'hui l'examen fait partie intégrante de cette phase de redressement. Faut-il rappeler qu'il est la transcription d'un accord signé par 3 des 5 syndicats de salariés et par tous les syndicats d'employeurs, accord que le chef de l'État a lui-même qualifié de compromis historique. Bien que l'examen par le Parlement ne se soit pas fait sans heurts, nous pouvons nous féliciter d'avoir enrichi un texte qui, pour la première fois depuis bien des années, consacre le dialogue social, non seulement comme la seule voie efficace pour porter des réformes justes et nécessaires, mais aussi comme la méthode caractéristique choisie par ce gouvernement, et c'est tant mieux. Le Premier ministre s'est engagé à recevoir l'ensemble des partenaires sociaux pour faire le point sur leurs attentes et recueillir leurs propositions en vue de la 2e conférence sociale qui aura lieu en juin prochain. Les premiers échanges ont d'ailleurs débuté hier. Pour sortir de la crise et combattre le chômage, notre pays doit concilier compétitivité des entreprises et sécurisation des emplois. C'est à mon sens la clé de la performance économique dont nous avons plus que jamais besoin. Le projet de loi donne aux entreprises les outils pour une plus grande réactivité aux évolutions conjoncturelles. Dans une période où le chômage de masse et la précarité ne cessent d'augmenter, il est important que les entreprises puissent s'adapter aux évolutions économiques et les anticiper, plutôt que d'y répondre en catastrophe. Je pense notamment à la mobilité interne, au chômage partiel ou aux accords de maintien dans l'emploi. Je sais que ces dispositions suscitent beaucoup d'opposition. Elles constituent pourtant un moyen d'éviter les licenciements massifs, à l'image de ce qui s'est passé chez Volkswagen. Et le travail parlementaire a permis de mieux encadrer ces dispositifs dans l'intérêt des salariés. Certes, je comprends que certaines mesures, telles que la réduction des délais de prescription, puissent susciter quelques craintes. Il faut toutefois se rappeler les raisons pour lesquelles les syndicats ont signé l'accord du 11 janvier. Ils y ont consenti, car il s'agissait d'une contrepartie à de nouveaux droits individuels ou collectifs accordés aux salariés. J'en citerai quelques-uns. L'accès de tous les salariés à une couverture complémentaire nécessaire dans un pays où de plus en plus de personnes y renoncent par manque de moyens. La création du compte personnel de formation, l'encadrement du temps partiel, la mise en place de droits rechargeables à l'assurance chômage ou encore la taxation des contrats courts. Toutes ces dispositions vont dans le sens d'une meilleure protection des salariés. À ce titre, elles constituent des avancées majeures, personne ne peut le nier. Bien sûr, je regrette que la plupart de nos amendements n'aient pas été adoptés par le Sénat en première lecture, alors qu'ils allaient dans le sens d'une meilleure protection du salarié. En revanche, je me félicite que la commission mixte paritaire ait maintenu notre proposition de rétablir la rédaction de l'Assemblée nationale s'agissant du nombre de représentants de salariés dans les conseils d'administration. Ainsi, ce nombre sera un seuil plancher et non plus une prescription impérative. Il s'agit là d'un progrès pour la revalorisation des salariés et une véritable rupture dans la gouvernance des entreprises. Pour l'ensemble de ces raisons, cette réforme est tout simplement ambitieuse. Elle est la condition sine qua non pour faire sortir le pays de la crise économique
ramener de l'emploi en France et redonner à tous nos concitoyens espoir et confiance en l'avenir. Selon les propres termes des organisations syndicales signataires, il s'agit d'une avancée sociale. C'est pourquoi, vous l'aurez compris, le groupe du RDSE, dans sa grande majorité, vous apportera son soutien et aucun de ses membres ne votera contre l'adoption des conclusions de la CMP. Je vous remercie. Merci, Madame Laborde. La parole est à Monsieur Jean Desessard pour le groupe Écologie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, chers collègues, le projet de loi sécurisation de l'emploi est la transcription législative de l'ANI, l'accord national interprofessionnel. Et après tous ces débats, j'ai cherché à le comprendre. Et le mot qui vient à l'esprit, c'est l'OLNI, l'objet législatif non identifié. En effet, il est difficile à définir. Est-ce la simple traduction législative de l'ANI? Et où sont les textes, Monsieur le Ministre, qui délèguent aux partenaires sociaux l'ensemble des relations sociales du pays? Qu'en est-il de la prise en compte des chômeurs, des précaires, des non-salariés, des retraités? Lorsqu'il est question de la sécurisation de l'emploi, qui peut raisonnablement penser que cela se limite à l'entreprise? Évidemment, l'État, les collectivités locales, l'ensemble des acteurs de la société ont un rôle à jouer. Oui, l'étude d'un texte élaboré par les partenaires sociaux doit être débattue et amendée par les parlementaires. Or, pendant tout le débat, le ministre nous a constamment rappelé à l'ordre pour coller au plus près du texte de l'ANI. Quel est donc le vrai statut de ce projet de loi? Le gouvernement a-t-il décidé de sous-traiter les relations sociales aux partenaires sociaux? Et si c'est le cas, il convient de le clarifier institutionnellement. Deuxième point, venons-en à l'aspect, au reflet chatoyant de l'OLNI. Les couleurs sont attrayantes, attractives, mais qu'en est-il réellement? Bien sûr, nous nous réjouissons de l'extension de la complémentaire santé, mais, n'est-ce pas au prix d'un affaiblissement du rôle de la sécurité sociale et d'un possible développement des mutuelles à l'américaine? D'ailleurs, les clauses de désignation le préfigurent, d'où la manifestation des abeilles aujourd'hui devant le Sénat qui défendent une mutuelle de proximité. Bien sûr, nous sommes satisfaits des droits rechargeables à l'assurance chômage, mais sans recettes supplémentaires de l'assurance chômage, comment la financer? On prend alors à Paul pour donner à Pierre. Quelle est la catégorie qui sera moins indemnisée pour financer ce nouveau droit? Bien sûr, nous soutenons la création d'un compte personnel de formation, mais quelles en sont les modalités pratiques? Ce droit sera-t-il réellement effectif? Bien sûr, nous nous réjouissons de la possibilité de pouvoir tester un travail dans une autre entreprise, avec la possibilité de réintégrer la première si les choses se passent mal. Mais cela est soumis à l'autorisation de l'employeur, qui peut refuser 2 fois, et s'il n'a pas le droit de refuser la 3e, ce n'est pas pour l'autoriser, mais pour permettre aux salariés de suivre une formation. Bien sûr, nous soutenons l'incitation au CDI pour les jeunes de moins de 26 ans, mais j'attends avec impatience le bilan, car les incitations financières sont faibles et en plus, cela crée un précédent d'exonération à l'assurance chômage. Bien sûr, nous soutenons la taxation des emplois précaires, mais pourquoi n'avoir pas mené une véritable réflexion sur le temps partiel et la précarité? À titre d'exemple, les 20 000 employés vacataires des instituts de sondage ne peuvent bénéficier de la prime de précarité de 10 %, mais seulement de 4 %. Pourquoi? Mystère.
Mes chers collègues, nous nous réjouissons de la constitution d'une base de données économiques et sociales. Mais pourquoi avoir refusé de l'élargir aux données environnementales, avec aujourd'hui l'importance de l'environnement dans notre société? Alors maintenant, arrêtons-nous sur le noyau dur de ce texte. L'accord de maintien de l'emploi dans les entreprises en difficulté. L'objet est affiché. Pour permettre la survie de l'entreprise, il peut y avoir négociation du contrat de travail en termes d'horaire, de salaire, et ce, jusqu'au redressement de l'entreprise. Mais les circonstances de son application restent floues. Dans le cadre de la concurrence, quel patron ne sera pas tenté de vouloir renégocier le contrat de travail face à une conjoncture qu'il appréhende comme difficile? Ne serait-ce pas le toboggan qui entraîne l'ensemble du salariat vers le bas? Les accords nationaux, les accords de branche garantissent le progrès social en fixant le cadre de la concurrence entre les entreprises. Avec la possibilité d'y déroger, chaque entreprise sera tentée de succomber à l'appel du dumping social pour rester compétitive. Bien sûr, cet accord doit être validé par les syndicats de l'entreprise. Mais quel est le syndicat qui prendra le risque de s'y opposer avec les propos alarmistes de tout l'encadrement pour sauvegarder l'entreprise? Eh oui, je ne parlerai pas de la réduction des délais de prescription pour porter les conflits au prud'homme. Elles s'inscrivent dans une réduction des droits des salariés. De même que je ne parlerai pas des dispositions sur la mobilité interne. Mais vous voyez bien qu'il reste de nombreuses questions non résolues. Et on aurait pu penser qu'il fallait le temps du débat pour clarifier. Il aurait fallu prendre le temps d'y réfléchir. Au lieu de cela, Monsieur le ministre, vous avez utilisé le vote bloqué au bout de 48 heures de débat. Je vous rappelle que la dernière fois que cette procédure a été utilisée, ce fut au bout de 3 semaines de débat sur les retraites. Et comme je vous l'ai dit, Monsieur le ministre, ce texte est difficilement identifiable. Sa trajectoire aujourd'hui est difficile à cerner. S'agit-il de droits nouveaux ou au contraire d'une régression des droits des salariés? Comme nous n'avons pas pu clarifier, le groupe écologiste s'abstiendra. Je vous remercie. Merci, Monsieur Desessard. La parole est à Monsieur Jean-Louis Masson pour la réunion des non-inscrits. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, chers collègues, la France est confrontée à une crise économique sans précédent et dans ce cadre, je considère que l'accord national interprofessionnel est incontestablement une avancée. Parce que pour la première fois, il y a une véritable rupture avec les pratiques de certains syndicats qui sont encore branchés sur la lutte des classes, certains syndicats complètement préhistoriques, qui n'en ont strictement rien à faire de la situation économique de la France et qui cherchent simplement à perdurer dans le système ancien que l'on a connu. Donc je me réjouis de ce qu'il y ait des syndicats progressistes, tournés vers l'avenir, tournés vers l'amélioration, vers l'intérêt général, vers l'intérêt de la France, et qui ont accepté de passer une concertation, une convention avec l'autre partie prenante des discussions sociales qu'est le patronat. Et ce que j'aurais souhaité, c'est que cet accord soit intégralement respecté. Malheureusement, il y a eu des petits aménagements. Ceci étant, c'est une grande date. Et je crois qu'il est important que le Parlement vote ce projet de loi, car nous montrerons ainsi que la représentation nationale soutient une évolution des rapports sociaux. C'est uniquement si on arrive à disloquer cet axe du rejet systématique, de l'obstruction, etc., que finalement on arrivera à redresser la France. Et donc, pour ma part, je voterai ce projet de loi sans hésiter. Ceci étant, le groupe des non-inscrits est à la fois démocratique et très pluraliste, et mon collègue Jean-François Husson m'a demandé de m'exprimer à sa place, de faire part de son point de vue à sa place.
Il se trouve que nous n'avons pas tout à fait la même opinion sur le sujet, et donc je vais vous lire le texte qu'il m'a demandé de formuler parce que, disons, il ne pouvait pas être là pour s'exprimer. Alors, Monsieur Jean-François Husson souhaite vous faire savoir que le texte d'aujourd'hui aurait dû marquer un tournant de la démocratie sociale dans notre pays. L'objectif annoncé par le président de la République était louable et même partagé, renforcer la sécurité et les droits des salariés, tout en apportant aux entreprises une certaine souplesse et des formes de flexibilité dont elles ont tant besoin. L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 a été adopté dans un climat tendu, après des débats houleux, mais avec succès. Les partenaires sociaux avaient ainsi rempli leur part du contrat. Il restait aux législateurs à transposer fidèlement les dispositions législatives qui s'imposaient, comme le président de la République l'y invitait. Malheureusement, le gouvernement et la majorité parlementaire se sont éloignés de cet objectif qu'ils s'étaient fixé. Plus largement, leur attitude ne respecte pas les grands principes démocratiques qu'ils prétendent pourtant défendre. Tout d'abord, la démocratie sociale à laquelle nous sommes attachés est mise à mal. Certaines dispositions ont fait l'objet de modifications sensibles, remettant en cause le subtil équilibre trouvé par les partenaires sociaux. Les prétendues améliorations accroissent les obligations et réglementations imposées aux entreprises et employeurs, comme si les représentants des salariés n'avaient pas été en mesure de faire entendre leur voix lors des négociations. Ceux d'entre eux, minoritaires, qui ont dénoncé l'accord, ont obtenu gain de cause sur certains points, en dépit du compromis obtenu par la majorité, comprenne qui pourra. Ensuite, en ayant recours à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution sur un texte aussi fondamental qui touche l'ensemble de la population active, le gouvernement fait peu de cas de la valeur ajoutée du travail du Sénat, dont chacun reconnaît le sérieux. Certains, sur les bancs de notre Assemblée, ont vivement regretté et dénoncé une attitude aussi négligente, méprisant le temps consacré à l'élaboration d'amendements. Pour tout dire, le gouvernement avait manifestement son idée sur la transposition de l'accord et il n'était pas question d'en changer. Enfin, le gouvernement aurait souhaité bousculer les règles du calendrier parlementaire afin d'expédier l'adoption du texte. Heureusement, le Sénat a veillé à faire respecter l'agenda prévu et je m'en félicite. En voulant gagner du temps, le gouvernement s'est mis la chambre haute à dos et s'est retrouvé au point mort. Si le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui reprend en grande partie l'accord, certaines dispositions inopportunes ont été introduites et elles seront très contre-productives. Tout d'abord, l'introduction à l'article 1er d'une clause de désignation des organismes assureurs par les branches professionnelles porte une atteinte grave au principe de la liberté. Oui, je termine, Monsieur le Président, au principe de la liberté contractuelle. Ensuite, le crédit d'impôt et de compétitivité pour l'emploi accordé aux entreprises pour alléger leurs charges fiscales se voit soumis au contrôle des représentants salariés. Ensuite également, l'instauration de la durée minimale du temps de travail de 24 heures par semaine est trop strictement encadrée. Il résulte de ces débats un sentiment de gâchis. Le gouvernement et la majorité avaient l'occasion de rassembler les parlementaires autour d'un texte consensuel, mais ce n'est pas le cas. Pour ces raisons, notre collègue Jean-François Husson m'a demandé de vous faire savoir qu'il ne votera pas le texte issu des conclusions de la commission mixte paritaire. Nous quittons l'hémicycle du Sénat, mais nous reviendrons plus largement dans notre édition de 19h sur ce vote du Sénat, sur la CMP, sur la sécurisation de l'emploi. Tout de suite, sans plus tarder, c'est preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat qui reçoit ce soir Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement et ministre des Droits des Femmes. Bonne soirée à tous. S'attaquer à moi, c'était comme s'il s'attaquait